l'INSEP vous présente les acteurs de l'ombre. La performance de haut niveau ne se réalise pas seule. Chaque sportif soulevant un trophée sur les marches d'un podium a été porté au nu par un travail d'équipe. Si l'importance d'un entraîneur ou d'un préparateur physique est bien connue de tous, d'autres protagonistes exercent, eux aussi, bien en dehors de l'éclat des projecteurs, des missions d'une importance capitale pour le haut niveau. Ils sont médecins, techniciens, administratifs, scientifiques, cuisiniers, bref, une myriade de professionnels réunis dans un unique but, apporter chacun sa pierre à l'édifice que constitue le projet sportif de chaque athlète. Bienvenue à l'INSEP, nous vous présentons les acteurs de l'ombre. Épisode 17, Frédéric Aubert, expert en préparation physique et athlétique. Bienvenue dans ce nouvel épisode des acteurs de l'ombre avec cette fois-ci à mon micro un personnage incontournable du sport français dans le domaine de la préparation physique notamment, mais qui est aussi un pédagogue, un formateur, un homme qui a apporté son savoir-faire à un nombre non négligeable de sports, de fédérations sportives, mais aussi à l'INSEP. Et cet homme, c'est Frédéric Aubert. Frédéric, bonjour et bienvenue. Bonjour, bienvenue à tous. Alors Frédéric, on va parler prépa physique évidemment et formation. Mais avant cela, j'aimerais que tu partages avec les auditeurs quelques éléments biographiques, si tu veux bien, pour qu'on te connaisse un peu mieux. D'où viens-tu ? Dans quel environnement as-tu grandi ? Comment es-tu venu au sport, et notamment à l'athlétisme, et plus particulièrement au sprint, qui est, me semble-t-il, ton premier amour ? C'est ça, oui. L'athlétisme m'a fait, on va dire, m'a fait comme sportif, comme entraîneur, et bien sûr comme préparateur physique aujourd'hui. Et je voudrais parler de cette année 68, où après le tumulte de mai 68, il va y avoir les JO de Mexico. Les JO de Mexico à l'automne. Et en dépit du décalage horaire, ce sont les premiers JO télévisés. Et là, pour moi, c'est la révélation. Alors, la révélation, quel sport voulais-je pratiquer ? Ce serait l'athlétisme. Quelle discipline ? Le sprint. Il y a pas mal de liens avec mes origines martiniquaises, puisque je suis 50% martiniquais, 50% normand. Et le fait que je voyais des sprinteurs de couleur noire sur la piste, et pas que les noirs américains, cubains, et puis d'autres encore, je les ai oubliés. Oui, Ravelo Manonsoa, le malgache et d'autres encore. Il y a d'ailleurs, dans ces JO de 68, la première finale de 100 mètres avec la totalité des finalistes, des gens de couleur. Nous avons Roger Bambuck, notre sprinter, qui va finir 5e. Et donc, c'est la révélation. Vous parlez des Jeux de Mexico, c'est après ces merveilleux Jeux qui seront les plus beaux Jeux de l'histoire, je pense, Paris 2024. Eh bien, parler des Jeux de Mexico 68, c'est parler de Jeux exceptionnels également. Les premiers et les seuls JO en altitude, 2240 mètres Mexico. Plus jamais on aura des Jeux à cette altitude-là. Dire que pour participer à ces Jeux, la France a construit le centre préolympique de Font-Romeu à 1800 mètres. Donc on leur doit ça, ces JO, ce beau centre de Font-Romeu. Et puis la marque 3M met en place les premières pistes synthétiques. Mexico 68, c'est les premiers JO avec pistes synthétiques. En 64 à Tokyo, 4 ans plus tôt, c'est toujours la cendrée. Et là, c'est vraiment en 68 une révolution. La marque 3M fait la piste tartan, on ne parle que de ça. Une des premières pistes qu'il y avait dans ce domaine en France, c'était à Colombes. Le Racing Club de France s'est rapidement doté à Colombes d'une piste en tartan. Et bien sûr, l'INSEP a suivi dans sa salle, qui est aujourd'hui la halle Joseph Maigret. Ensuite, des jeux fabuleux, parce que bien évidemment, on a Bob Beamon qui va faire ce saut énorme à 8,90 m. Pour la petite histoire, il y avait une mesure optique
du saut en longueur, c'est-à-dire qu'il y avait une lunette sur un rail qui se mettait à la perpendiculaire de la trace dans le sable et on mesurait ainsi le saut de façon très moderne, une mesure optique. Le problème, c'est que ils avaient mis le rail jusqu'à 8,60 m. On ne peut pas leur en vouloir. Le record du monde était à 8,35 m et en mettant le bout du rail à 8,60 m, ils pensaient avoir assez de marge. 8,90 m, vous imaginez? Alors, ils ont sorti le décamètre. Ils ont ressorti le décamètre pour mesurer manuellement une performance de cet ordre. Pour l'anecdote encore, vous saurez qu'il aura fallu attendre les championnats du monde en 1991 à Tokyo pour que Mac Powell batte ce fabuleux record avec 8,95 m. Et puis c'est Richard Fosbury, Dick Fosbury, qui... sous les caméras en direct, franchit 2,24 m et gagne le saut en hauteur avec sa technique du Fosbury Flop, où on passe pour la première fois la barre sur le dos. Tout le monde est médusé. Voilà, pour faire court, les Jeux Olympiques de 68, pour moi, sont la révélation, et c'est là que je deviens athlète. Le sprint, ça... D'abord... On peut contester un peu ce slogan, le 100 mètres, c'est l'épreuve reine. Je trouve ça très désobligeant et même réducteur, tellement dans la quintessence et même dans la performance ultime, chaque discipline est une épreuve reine en athlétisme. Donc voilà, il y a toujours ce focus, ce gros plan fait sur le 100 mètres. On se rappellera ce beau reportage sur les Jeux de Tokyo où on a Bob Hayes qui fait son 100 mètres avec des gros plans où on le voit avec tous les muscles qui roulent, etc. etc. Bon, mais il se trouve que j'aimais courir vite. J'avais cette qualité et cette compétence de sprinter naturelle. Alors ben voilà, je suis devenu coureur de 100 mètres parce que il y a cette discipline avant tout. Malheureusement, je trouve que j'étais un petit peu réduit à cette distance, par manque de ressources peut-être, car la vraie discipline qui me parle, c'est le 200 mètres. Je la trouve assez fabuleuse, cette discipline de sprint, avec ses 120 mètres de virage et cette ligne droite de 80 mètres. Ça reste du sprint, totalement, décalage, départ en décalage, starting block, voilà. Et du coup, rappelons-nous qu'au jeu de 68, il y a eu Tommy Smith et John Carlos qui, faisant 1 et 3, sont montés sur le podium avec le poing ganté de noir pour revendiquer les droits des Afro-Américains aux États-Unis. Ça aussi, ça marque les Jeux de 68. Et il l'a fait, Tommy Smith, en ayant gagné le 200 mètres fabuleusement avec un très beau record du monde à l'époque, 1982 si je me souviens bien. Pour les Jeux Olympiques, il y a toujours des images fabuleuses qui sont diffusées et que derrière il y avait des revues, il y avait beaucoup la presse papier, il y avait Athlétisme Magazine et le Miroir de l'athlétisme, et moi derrière ça j'ai demandé beaucoup d'argent de poche à mes parents pour acheter ces magazines. Donc j'avais ensuite des traces photos et dans ma chambre il y avait Tommy Smith de sa belle foulée dans la ligne droite du 200 mètres et à l'arrivée les bras en V, etc. Donc c'est ça. Les Jeux Olympiques, à l'époque, c'était tous les 4 ans, il n'y avait pas de championnat du monde entre, c'était l'événement, et il s'est passé des choses fabuleuses, tout le monde en a parlé, c'était télévisé, et il se trouve que quand tu as 13 ans, tu es véritablement en âge de décider quel sport tu veux faire et t'y adonner, quoi. Je m'y suis mis corps et âme dans ce sport après. Alors, on l'a dit, l'athlétisme, c'est donc ton milieu d'origine. Est-ce que c'est par cette discipline que tu es arrivé à la préparation physique ? Et pourquoi la préparation physique, justement ? Est-ce qu'il y avait pour toi un élément particulier, un intérêt particulier à t'intéresser à ce domaine-là, qui est évidemment essentiel pour le sport de haut niveau ? La préparation physique est quelque chose qui est arrivé comme incontournable fin du siècle dernier. Il y a toujours eu une conscience dans le milieu sportif qu'il fallait se préparer physiquement pour supporter la dimension spécifique de sa discipline. Et alors, les tout premiers préparateurs physiques, c'était les professeurs d'éducation physique de l'époque,
parce que si on fait un flashback, avec les IO, les instructions officielles de 67, le contenu de l'EPS était véritablement sportif. Et donc, on a mobilisé très tôt les professeurs d'éducation physique comme étant des préparateurs physiques génériques. Ensuite est arrivée la période plus pointue des entraîneurs d'athlétisme. On a sollicité les entraîneurs d'athlétisme pour leur dimension athlétisante, si je peux me permettre, dans le domaine de la bioénergétique, la maîtrise des filières d'effort, la maîtrise des méthodes de musculation, même si il n'y en avait pas autant que ça qu'aujourd'hui. Et donc, il y avait cette vision que si on veut muscler son jeu, comme disait Aimé Jacquet à Robert Pires, si on veut athlétiser un joueur de tennis, un footballeur, un rugbyman, etc., eh bien, un bon entraîneur d'athlétisme pourrait faire l'affaire. Donc déjà, on va dire qu'il y a dans la systémique méthodologique de l'athlétisme tout ce qui peut faire la préparation physique. Mais pas que. Pour ma part, et pour répondre à ta question, Sylvain, la préparation physique m'est tombée dessus. Je donne le cadre. Je suis à l'UFR STAPS Paris 5, enseignant formateur, dans les années 96-99. Et là, j'ai un collègue, Daniel Servet, pour le nommer, qui déjà travaille avec le Stade français et déjà avec Bernard Laporte. Et il me dit, est-ce que tu voudrais, ou est-ce que tu pourrais trouver un entraîneur d'athlétisme qui serait capable de s'engager dans la préparation physique des rugbyman, et notamment quelqu'un qui sait faire courir vite les joueurs. Mon collègue Daniel Servet me pose la question 1, 2, 3 fois, et finalement il me dit, mais t'as pas compris que c'est toi que je voudrais, tu voudrais pas me rejoindre dans cette aventure? Et bien m'en a pris, et une pensée à Daniel, qui a été essentiel, qui a été presque mon Pygmalion, mon Gemini Cricket dans cette arrivée dans la préparation physique. Parce que, je résume, c'est le rugby qui m'a transformé en préparateur physique. Et là, on peut dater, parce que Bernard Laporte était un visionnaire sur le fait que l'an 1 du professionnalisme du rugby, c'est 1997. L'année d'avant, il est avec le Stade français rugby, il gagne, c'est le Stade français CASG rugby à l'époque, et il gagne ce qui serait aujourd'hui la Pro D2. C'était pas encore des professionnels, c'était la division juste en dessous de l'élite, et gagnant cette division inférieure, ils accèdent à l'élite. Et c'est là que Bernard Laporte dit à Daniel, trouve un adjoint qui soit spécialiste de l'athlétisme. Et donc, je démarre en juillet 97 avec les Serge Simon, les Moscato, Christophe Juillet, Christophe Dominici, Franck Combat et j'en passe, Arthur Gomez, que des types extraordinaires de motivation, d'engagement. On les appelait les revanchards. Et nous voilà, on démarre notre première saison dans l'élite et on est champion de France la même année. Et ça, c'est un exploit. Parce que quand en sport collectif, le club qui est promu dans l'élite, dans la division ultime, gagne l'année de sa promotion, ça s'est jamais vu. On m'a parlé dans le passé que ça a pu se faire au handball une fois, mais dans le rugby, dans le football, même dans le handball aujourd'hui, ce serait pas pensable. Voilà. Donc, je démarre cette aventure, j'accepte, et bien m'en a pris parce que s'il faut se transmuter, s'il faut passer de l'athlétisme à la préparation physique, dans un sport, le rugby, c'est extraordinaire par rapport à tout ce qu'il y a de commandes, de demandes. Il n'y a pas erreur de casting quand on est entraîneur de sprint, de haie, de saut en longueur, comme je l'étais. Il n'y a pas erreur de casting si derrière on va dans le rugby comme préparateur physique. Alors Frédéric, tu l'as dit, tu as exercé d'abord pour le rugby, on parlera des autres sports ensuite. Est-ce qu'il y a un aspect spécifique par rapport à la prépa physique du rugby que tu voudrais souligner ? Totalement. Je voudrais rendre hommage aux rugbyman et aux entraîneurs de rugby, mais aussi rendre hommage à ce sport qui, à lui tout seul,
et l'exigence de tout ce qu'on peut faire en préparation physique. Déjà, à commencer par ces 15 postes qui sont chacun des demandes particulières. On peut avoir comme ça à distance une vision, les avant, les arrières. C'était notre cas puisque Daniel Servet était davantage sur les avants, bien que coordonnant la totalité du dispositif. Et moi, j'étais dédié aux lignes arrières. Mais il faut aller plus loin. Si on regarde les avants, entre la première ligne, dont on sait déjà que le talonneur a une spécificité différente des deux piliers, qu'il y a un pilier qui est vraiment dans l'étau et l'autre qui est à l'extérieur. Les secondes lignes, qui sont des gars de grande taille et qui sont un peu jumeaux, sont pris en sandwich entre la première ligne et la troisième ligne, ils sont comprimés également. Et puis on a cette troisième ligne avec des avants très mobiles sur les côtés, capables d'intercepter tout ce qui sort de la mêlée. Ça, c'est ce qu'on appelle le 8, quoi. Et puis, si on bascule sur les arrières dont je m'occupais, le demi de mêlée qui extrait le ballon des môles, et des mêlées, qui est toujours au plus près des avants, qui est vraiment un feu follet au plus près des avants. Pour pas le nommer, on a Antoine Dupont, qui est vraiment l'archétype. Moi, j'avais l'excellent Fabien Galtier et puis Christophe Lossuc. Et on a le numéro 10 qui, dès que le 9 a extrait le ballon, c'est le véritable relais pour lancer les lignes arrières. Et il y a des différences entre le 3/4 centre et le 3/4 aile, et enfin le fullback, l'arrière. Donc, en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir ce sport avec une typologie très forte par poste qui suppose des besoins particuliers. J'aime dire aussi que le rugby, de fait, nous impose une vision prophylactique, c'est-à-dire une vision de prévention des blessures. On va faire de la préparation physique pour augmenter notre force, notre puissance, notre explosivité, notre endurance à l'explosivité, notre vitesse, notre percussion. Mais il faut aussi faire de la préparation physique pour diminuer les risques de blessures. Et c'est dans ce domaine que aussi Bernard nous a fait confiance, parce que finalement, au départ, il avait la vision qu'on allait greffer des muscles aux joueurs, c'est une image, qu'on allait leur injecter des mitochondries dans les fesses, qu'on allait rajouter des lobes de poumons. C'est de la métaphore, c'est de l'image. Parce qu'on allait donc booster la dimension athlétique, comme c'était le cas dans l'hémisphère sud au tout début, puisqu'on avait un écart. Mais en fait, en faisant ça, on a aussi visé la diminution des risques de blessures en équipant les joueurs d'une musculature équilibrée dans les ratios de force, notamment quadriceps ischio, les parties antérieures, postérieures du squelette, une harmonie fonctionnelle. Et puis, bien évidemment, que lorsqu'on améliore la proprioception, les gainages, lorsque, grâce à l'haltérophilie, on est dans la bonne expression des chaînes musculaires, on fait plus que pousser pour pousser. Dans la qualité de course, courir juste, c'est aussi, en plus de l'efficacité, moins se blesser. Dans la restitution des longueurs après le travail, certes, on ne fait pas des étirements en fin d'entraînement parce que les muscles sont fatigués et on ne va pas chercher du gain. Mais par contre, avoir une culture de la restitution des longueurs musculaires pour garder la mobilité. Je vois une scène très sympa avec Franck Combat. Je le vois s'étirer tranquillement après une séance et il voit dans mes yeux un peu d'étonnement et il me fait « Mais Fred, ben oui, si on nous l'avait dit plus tôt, on l'aurait fait aussi, ça !» Donc c'était chouette. Et d'ailleurs, je fais un saut, mais je sais que tu vas y revenir. Ce qui est intéressant, cette typologie des 15 postes, c'est que quand je me mets au service du basketball, je retrouve ça, mais divisé par 3. Les postes 4 et 5, les intérieurs, c'est finalement le 8 de devant.
Les postes 2 et 3, c'est les lignes arrières. Et bien évidemment, le poste 1, c'est à lui tout seul le 9 et le 10, c'est-à-dire demi de mêlée, demi d'ouverture. Et donc, grâce au rugby, j'ai tout de suite été immergé dans la nécessité de tordre les méthodes en direction des spécificités des postes et des hommes, des sujets, des athlètes et des sportifs qui sont dans ces postes. Voilà. Alors, j'aimerais justement qu'on creuse un peu ce sujet, puisqu'après le rugby, tu as officié au tennis et badminton, au basket, au football. Tu es resté 7 ans à la Fédération française de football, par exemple. Tu as été en charge de la préparation physique de l'équipe de France féminine. Justement, pour rester sur ce que tu viens d'aborder, est-ce qu'il y a dans la préparation physique un socle commun pour tous les sports, une sorte de recette, entre guillemets, que tu pourrais appliquer à chaque fois? Et c'est cette recette qu'une fédération sportive va chercher chez toi? Ou est-ce qu'il existe des spécificités à chaque sport et pour lesquelles ton job, en quelque sorte, est d'aller un peu chercher dans les ressources existantes en prépa physique pour trouver précisément ce qui convient à tel ou tel sport ou tel sportif de haut niveau? Des recettes, j'éviterais de dire qu'il y en a, parce que effectivement, quand on dit recette, c'est quasiment la martingale qui t'assure de gagner à tous les coups. Bon, il y a un peu de ça en ce sens que à chaque fois, les sports qui m'ont demandé, pour lesquels j'ai travaillé, les sports que j'ai servis, ce sont des sports qui ont une dimension bioénergétique à traiter particulière. Quid de la vitesse, quid des ressources aérobies, ou même dans la réitération d'efforts intensifs, quid de la filière 2, celle qui fait qu'on produit de l'acide lactique pour poursuivre intensément et durablement un effort de vitesse. Il y a la dimension renforcement musculaire, parce que partout aujourd'hui, le renforcement musculaire, c'est l'expression d'une puissance meilleure, mais aussi d'une stabilité de l'habileté. C'est aussi un domaine dans lequel les sports d'adresse ont fait leur révolution définitive. La musculation n'est pas antinomique de l'adresse. Bien au contraire, elle va la stabiliser, elle va la rendre pérenne. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, on le sait, le renforcement musculaire, c'est une voie de prévention des blessures quand c'est bien fait. Donc, en fait, on ne m'a pas demandé au tir à l'arc ou au water polo. Tir à l'arc par rapport à la dimension peu bioénergétique, il faut une préparation physique pour le tir à l'arc, c'est incontournable, et il y a des gens qui y travaillent. Mais on est moins dans la motricité de déplacement, dans la vivacité, dans le traitement bioénergétique. Je parle de water polo, bah oui, moi je suis dans la motricité terrestre, de gens qui se déplacent, qui courent, qui virevoltent sur leurs appuis terrestres, et de ce point de vue-là, eh bien, les sports que tu as évoqués, par lesquels j'ai eu le bonheur de passer, sont des sports qui m'ont demandé de traiter spécifiquement ces dimensions-là. Le rugby, le tennis, le badminton, le basketball et le rugby et le football, sont à chaque fois l'histoire d'un être humain sur ses appuis qui doit se déplacer, rebondir, virevolter. Alors, dans des échelles d'espace différentes, parce que, ouais, autant te le dire, quand je suis passé du rugby au badminton, il y a un effet d'échelle monstrueux. Mais pour autant, il s'agit toujours de rebondir, de se déplacer et de durer dans la qualité de cette motricité. Et puis, effectivement, je n'ai pas eu cette opportunité, mais le volleyball et le handball, pour lesquels je n'ai pas travaillé, auraient pu faire partie de ce panel. Mais on n'a qu'une vie, et c'est déjà pas mal d'avoir traversé les sports qu'on a cités. J'ai reçu à ce micro Henri Hellal, que tu connais bien, qui a été entraîneur d'aviron, et qui m'a dit qu'il y avait des choses qu'il n'avait pas compris tant qu'il n'avait pas lui-même touché un aviron. Est-ce que cette difficulté s'est aussi dressée devant toi quand tu es passé de l'athlétisme au rugby ? Pas vraiment, en ce sens que, comme je te l'ai évoqué, j'ai eu une formation de professeur d'éducation physique avant la révolution didactico-administrative de la séparation des profs d'EPS et des profs de sport en 1981.
J'ai le CAPEPS en 78, sous l'égide des instructions officielles de 67, et la conséquence de ça, c'est que ma formation de professeur d'éducation physique est vraiment multisport. C'est l'époque où on n'envisageait pas un prof d'éducation physique et sportive enseigner des APS qu'il n'avait pas lui-même pratiqués. Du reste, lorsqu'il y avait de nouvelles disciplines, on avait ce qu'on appelle la MAFPEN, c'est-à-dire un système de formation continue qui nous permettait d'aller vers ces nouveaux sports. Je pense à des super stages de planche à voile qu'on a fait sur la base de Javelin, parce que la planche à voile arrivait et puis on pouvait faire en plein air ou en stage avec nos élèves des séquences de cela. Pour te répondre, j'ai eu la chance de pratiquer le rugby, le football, le basketball, je reviendrai là-dessus, avec de très bons formateurs à l'UFR STAPS Paris 5 de la Cretel. Et pour le coup, ça suffit dans une démarche stapsienne où on utilise les sciences et les techniques, les moyens d'analyse de la tâche, ça suffit pour comprendre ce qui s'y passe. Ça veut dire que faut-il être un sportif de haut niveau dans le sport pour pouvoir devenir entraîneur dans ce sport? Je ne le crois pas. Il faut y avoir goûté. Et après, il y a comme les chercheurs font des méta-recherches à partir de documents et de recherches déjà faites, ils les croisent pour trouver d'autres résultats. Lorsque l'on est rompu à la pratique de nombreux sports, il est pas difficile d'accéder à la compréhension d'un autre sport pour lequel on ne travaille pas. J'ai un bel exemple, totalement en privé. J'ai eu l'occasion d'être le préparateur physique d'une pilote de jet ski qui va devenir championne d'Europe au tout début. Il s'agit de Florence Bourdon, aujourd'hui Madame Bachelet. Et alors, elle a démarré l'aventure du jet ski avec les premières compétitions. Mais là, je connaissais rien du jet ski. Alors, tu as raison, Sylvain, il a fallu que je m'y colle un peu. Et j'ai fait un peu de jet ski. C'est le jet ski à bras. Hein. C'est le jet ski où on se met debout ensuite et on a le bras qui est articulé, qui est très exigeant en équilibre. Je ne parle pas du jet ski où on est assis comme sur une moto. Et là, il fallait que je comprenne. La première fois que j'ai fait une sortie de jet ski, j'étais perclus de courbatures au niveau du haut du corps pendant 3 jours. Voilà. Alors, l'histoire, c'est comment est-ce qu'on comprend le fonctionnement d'un sport pour lequel on va travailler et l'on n'est pas spécialiste dedans. Les entraîneurs eux-mêmes, les spécialistes, les experts nous y aident bien, avec de la vidéo, de l'analyse, leurs commandes précises. Et puis, mon passé de stapsien à l'ancienne m'a bien aidé dans ce domaine. Tu es aussi un homme de la transmission, hein. Tu es formateur, tu as écrit de nombreux ouvrages sur la préparation physique, notamment quelques-uns en compagnie de Thierry Blancon, qui est toujours à l'INSEP, que nous avons reçu dans le podcast. Est-ce que ce volet te semble important ? Est-ce que tu l'apprécies ? Et dans quelle mesure la somme des savoirs et des expériences accumulées lors d'une carrière comme la tienne peuvent permettre aux nouvelles générations de préparateurs physiques et d'entraîneurs de partir sur de bonnes bases lorsqu'ils s'occupent de leurs athlètes ? Alors, on va partir de Thierry puis faire une rétro, parce qu'on ne se fait pas tout seul, je n'y crois pas. Et en tout cas, si on se fait tout seul, on aura plus de mal à atteindre les niveaux d'expertise que l'on peut atteindre si on a des maîtres, des formateurs, des pères spirituels. Et la chance, c'est que j'ai pas mal de gens à citer qui m'ont bien formé, bien accompagné. Et Thierry, c'est une belle histoire parce que dans le métier de formateur, il faut des gens avec qui on fusionne. Alors il y a un homme avec qui j'ai bien fusionné, mais qui est dans une autre dimension, qui est dans la dimension plus mentale, j'ai envie de dire, c'est Ralph Hippolyte. Quelqu'un aussi, un mage de la préparation mentale, ou en tout cas de l'approche psychologique dans la performance. Et puis il y a Thierry. Thierry, c'est un peu mon clone blanc et moi je suis son clone noir.
dans la mesure où on est tous les deux issus de l'athlétisme, et puis on a des sensibilités très, très voisines, très fusionnelles aussi. S'agissant des livres que nous avons écrits ensemble, un jour, il me rapporte que nos étudiants du professorat de sport de haut niveau à l'INSEP, ces sportifs de haut niveau qui, en reconversion, vont aller vers le concours de prof de sport, ils nous disent « Mais Fred, Thierry, ce que vous nous dites est toujours intéressant, pertinent, structurant, mais on a du mal à vous citer dans nos copies parce que vous n'avez rien écrit. » Et là, tous les deux, on décide de mettre sur le papier voilà l'essentiel de ce qu'on dit en méthodologie, à la fois une synthèse, mais aussi une écriture complète. Et c'est là qu'on a écrit ensemble Préparation physique. Antérieurement, pour tout dire, on avait aussi écrit des livres sur l'athlétisme, notamment ce très bon bouquin sur les sauts. Tout ce qu'on a écrit ensemble est à la revue EPS, aux éditions Revue EPS. Et c'est aussi un clin d'œil. Nous sommes des professeurs d'éducation physique et on va vers les méthodes de l'entraînement sportif. Et si on redescend dans le temps, eh bien, je voudrais véritablement rendre hommage à mes pères spirituels et à mes formateurs. Et le premier, celui qui m'a marqué, aujourd'hui défunt, c'est monsieur Daniel Laurent, mon prof d'athlétisme à l'UFR STAPS, spécialiste des courses, car j'étais spécialiste des courses. À ses côtés, il y avait d'autres formateurs de talent aussi, mais Daniel Laurent m'a véritablement fait découvrir le poids, la dimension de la méthodologie de l'entraînement. Et à l'époque, j'étais déjà un jeune entraîneur à Hauts-en-la-Ferrière et on avait des athlètes qui étaient en concurrence. Alors ça donnait des cours où il y avait 25 étudiants et puis le prof, monsieur Daniel Laurent et moi, on avait des discussions d'entraînement très pointues. À un moment donné, le prof, il me dit « Bon, Aubert, on va s'arrêter là parce que les autres suivent pas, en gros. » C'était marrant. Et puis, de loin en loin, eh bien, il y a effectivement des gens que tu rencontres dans ta pratique d'entraîneur d'athlétisme. Je pense beaucoup à Fernand Hurtebise. J'ai pour cet homme-là de l'affection. Dans l'affection, il y a le respect et l'admiration dans l'affection. Parce que Fernand Hurtebise m'a fait avancer terriblement. Il n'a pas fait avancer que moi. Il a eu ce moment où il a développé une équipe d'entraîneurs nationaux autour de lui, et il a beaucoup échangé, beaucoup transmis. Et moi, j'ai aimé que cet entraîneur national, ce grand monsieur de la performance, soit dans l'échange, la transmission, un peu avec de la dialectique, c'est-à-dire tu poses une question, il te repose une autre qui te fait réfléchir et puis qui te fait avancer. Je me souviens d'un stage que Fernand Hurtebise me confie avec Olivier Belloc, autre collègue avec qui je me suis vraiment éclaté, Olivier Belloc, à Montgeron. Mais Fernand nous confie les clés d'un stage, il nous le délègue et on lui montre notre programme. Et à un moment donné, il nous dit « Mais là, dans votre semaine de stage, votre hurdler se meurt. Ah, wow. Votre hurdler se meurt. » Et en fait, on n'avait pas de séquence d'aérobie de régénération, d'aérobie, d'assimilation de la charge qualitative, d'oxygénation, de drainage. On était dans la qualité. Et en fait, dans les méthodes, on a tendance à aller d'une extrême à l'autre. Et après avoir tourné le dos à l'endurance volume, au foncier qui repousse au calendrier grec la qualité, nous on avait tendance à aller à l'inverse, à trop de qualité, ou tout, le tout qualité. Et on t'enseigne comme ça des process qui te font avancer. Il n'y a pas que ça, hein. Fernand Hurtebise m'a transmis énormément d'aspects méthodologiques fondamentaux qui révolutionnent la vision de l'entraînement. En tout cas, ma vision. Et puis on arrive à Henri Hellal, qui a été mon directeur de mémoire au diplôme de l'INSEP, et puis ensuite qui m'a accompagné dans beaucoup de mes réflexions.
Et Henri, alors, c'est l'archétype de quelqu'un qui transmet avec les entretiens de l'INSEP, avec ses petits fascicules qui suivaient les entretiens de l'INSEP, faisant venir de grands entraîneurs dans leur sport et les obligeant à écrire pour transmettre. Donc, si je résume tout ce que je viens de te dire, lorsque tu as comme ça des formateurs qui sont généreux, des gens que tu rencontres, des maîtres à penser comme Fernand Rotebis, des pères spirituels qui transmettent sans compter, sans te cacher quoi que ce soit, tu dois, dans l'affiliation, en faire autant. Si tu veux leur rendre hommage, toi-même, tu es dans la transmission. Alors, tu apprends ensuite que, comme un bon praticien dans le paramédical soigne un patient, il reçoit de l'énergie en retour de son patient, tu t'aperçois vite que quand tu transmets, tu as des retours de toute nature. Des gens t'invitent à d'autres colloques, des gens partagent des documents. Je me rappelle, mais tu vas en parler plus tard, de la Confitech, donc je garde ça sous le coude avec Olivier Bourquin sur une histoire de Confitech. Mais voilà, écrire, transmettre, faire des conférences de partage d'expérience, c'est sans forcer du tout mon talent si j'en ai un, c'est rendre à mes formateurs, à tous ceux qui m'ont aidé à devenir ce que je suis, ce que eux-mêmes m'ont donné, et to be continued, il faut que ça se perpétue. En plus, quand on pose quelque chose, quand on l'écrit, quand on le transmet, ben, quelque part on l'a déjà dépassé, on est déjà à autre chose. Voilà. Ensuite, puisque nous avons eu nous-mêmes des Pygmalions, des gens qui nous ont aidés à devenir ce que l'on va être, hein, je dois parler de Bernard Gros-Georges aussi, parmi les personnes qui ont compté dans ma formation. Hein. Bernard est un gars extraordinaire, un homme qui est au commencement de mes études de prof de gym, à Corbeil-Essonnes, et puis que je retrouve à l'UFR STAPS Paris 5, et moi qui suis quand même un peu une clé à molette dans le domaine du basketball, eh bien il me fait comprendre et aimer ce sport. J'ai aimé enseigner le basketball en éducation physique quand je suis jeune prof après le service militaire. Merci Bernard Gros-Georges. Et surtout, au CAPEPS, je sors un 18 à l'épreuve d'oral dans une polyvalence qui est le basketball. Je sors basketball et je sors un 18. Ce 18, c'est Madine Bernard Gros-Georges. Et donc, c'est le même homme qui va me mettre entre les mains des sélectionneurs de basketball lorsqu'ils demandent un préparateur physique pour leur sélection. Et c'est aussi lui qui m'amène, qui me canalise vers le basketball. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'en est-il des générations vers lesquelles on va ? Eh bien, il y a l'idée qu'on ne devient un maître que lorsque notre disciple nous dépasse. Et je suis très à l'aise, et pour pas dire même fier, de dire que je suis un maître multiple, parce que beaucoup de mes disciples m'ont dépassé dans leur domaine. Moi, je pense à une jeune femme comme Anne-Laure Morigny, hein, qui est véritablement une fée de la réathlétisation ici à l'INSEP. Et donc, ce qu'elle fait avec son équipe, mais ce qu'elle a mis en place et ce qu'elle dirige est carrément fabuleux. Je suis émerveillé. Et elle-même me dit que je suis son père spirituel. Alors, bon, ça... Au début, on est gêné, mais il y a une dimension affection et reconnaissance qu'on ne refuse pas. Et dans d'autres secteurs, je pense à Benjamin Delmoral, que j'ai eu comme stagiaire au Stade français rugby, qui est aujourd'hui un très grand préparateur physique dans le milieu professionnel, qui a fait plusieurs clubs de rugby. Je ne les compte plus. Alors que dire ? Déjà, on peut dire qu'avec des chèvres, on fait des super chèvres, mais ça reste des chèvres. Donc, on est enseignant, on est formateur, mais... Après tout, on rencontre d'autres flammes. Et c'est toujours ceux qui avaient déjà la flamme en eux qui, lorsqu'on les rencontre et on leur donne ce que l'on a nous-mêmes à leur transmettre, font derrière des choses superbes. Et c'est certain que nos jeunes collègues, s'ils le veulent bien, s'enrichissent de ce qu'on peut leur transmettre pour faire mieux encore. Hein,
la Scénic 5, elle est mieux que la Scénic 4, qui est mieux que la Scénic 3, etc. Et donc, tout évolue dans ce métier. Je dirais aussi, avec beaucoup d'une autre sorte d'admiration, que les jeunes collègues préparateurs physiques aujourd'hui ont fait le deuil de l'exposition. Dans ton émission, tu parles des gens de l'ombre. De fait, le préparateur physique est un homme de l'ombre. Moi, j'ai pu être pendant 21 ans entraîneur d'athlétisme, où je suis le grand chambellan du dispositif de préparation de mes athlètes et reconnu comme tel. Lorsque je deviens préparateur physique au Stade Français Rugby, tout d'un coup, je deviens responsable des pneus, mais chez Ferrari. Attention. Donc, tu es responsable d'un département qui est d'une dimension qui est l'une des multiples dimensions de la performance, alors que quand tu es entraîneur d'athlétisme pour tes athlètes, tu es presque Dieu le Père si on accepte cette image, voilà, en l'adoucissant quand même. Aujourd'hui, les préparateurs physiques, grâce à la filière STAPS, mention entraînement, grâce au master, grâce au DU et aux différents diplômes, ils décident d'être préparateurs physiques presque au commencement de leur carrière. C'est particulier, parce que, tel un sacerdoce, ils acceptent d'être dans l'ombre au commencement même de leur carrière. C'est différent, c'est différent. Passons à des aspects un peu plus techniques maintenant, si tu le veux bien. La préparation physique ou athlétique passe par ce que tu nommes, dans certaines des formations que tu donnes, le concept de conditionnement physique et technique. Est-ce que tu pourrais expliquer de quoi il s'agit ? Très sereinement, depuis notre entretien, je parle de préparation physique parce que, alors qu'au fond de moi, je pense préparation athlétique depuis pas mal d'années. Je vais faire un petit flashback sur la préparation athlétique. En fait, lorsque je fais mes premières interventions en tant qu'intervenant extérieur à Clairefontaine pour la Fédération française de football, je suis invité par Philippe Bergerot, Francis Mérecky, Jean Galis et d'autres comme un intervenant extérieur pour parler de préparation physique dans leurs différentes formations et diplômes à la 3F. Et à un moment, sur l'emploi du temps de la semaine, je vois PA à chaque fois. Et PA, et en dessous, il y a mon nom. Autrement dit, à chaque fois que j'intervenais, il y avait PA dessus. Et je demande qu'est-ce que c'est. Et figurez-vous que, presque gêné, ils nous disent, oui, on t'a pas dit, mais nous, ici en football et à Clairefontaine, la préparation physique, on parle de préparation athlétique. Waouh, préparation athlétique. Les footballeurs, les maîtres formateurs de Clairefontaine parlaient de préparation athlétique. Et là, ça m'a interpellé et ça m'a gagné. Alors, surtout, ne pas confondre. C'est pas parce que je suis un athlète que ça m'a parlé, mais c'est pour la dimension athlétisante liée à la motricité du sport qui fait que on n'est pas seulement sur les qualités physiques, mais on est sur leur expression dans la tâche même, dans la motricité même. Et ça m'a beaucoup plu. De la même manière, les premières fois que j'ai entendu parler de vivacité au siècle dernier, c'était par les footballeurs. Les footballeurs parlaient de vivacité, notamment ce moment où on fait un rappel de vivacité veille de match pour être sûr que les joueurs soient pétillants le moment du match. Voilà le petit clin d'œil. Ce qui fait que quand je suis arrivé en 2013 à la Fédération française de football, j'ai dit, tout ce qui relève de la préparation physique, on va l'appeler préparation athlétique, en hommage à ce que moi j'avais vécu dans les années 2005-2006 avec les gens que j'ai cités, parce que c'était rendre au football sa vision de la préparation athlétique comme étant le moyen d'athlétiser le joueur et pas seulement de lui faire de la musculation, de l'aérobie, de l'intermittent, etc. Et ça se connectait à quelque chose que nous en athlétisme on avait déjà utilisé et mis en place, c'est la condition physique et technique, la Confitech. Et la Confitech, c'est effectivement ça, c'est quelles conditions physiques tu as au service de ta technique.
Un petit rappel, les qualités physiques de la condition physique sont vitesse, force, endurance, selon Günther et Letzelter, des auteurs allemands. Et les qualités physiques de la coordination sont équilibre, adresse et souplesse. Alors, on se rend bien compte qu'on a besoin de ces deux pans de qualité physique, de ces deux champs de qualité physique, pour s'exprimer dans l'adresse de notre sport. La Confitech, c'est véritablement comment on tire de l'analyse de la tâche sportive les paramètres qui vont décider de comment on traite la musculation, la vitesse, l'aérobie, les étirements, la mobilité, donc le gainage, comment même on va orienter les échauffements en direction de la séance qui arrive, mais en traitant bien les qualités physiques, en les mettant à bonne température. Une anecdote sur la Confitech. Je suis invité à Macolin, qui est quelque part l'équivalent de l'INSEP en Suisse. Je suis invité à Macolin lors d'une formation d'entraîneurs élite. Et je parle de la Confitech, de cette vision d'articuler les contenus de préparation physique directement sous la forme de traitement dans la tâche, ce qui n'est pas pareil que, je vais le dire plus tard, que la préparation physique intégrée, qui est encore autre chose. Mais la Confitech, c'est un ensemble d'ateliers où on va traiter, par exemple, la fréquence des appuis, l'explosivité du démarrage, on va parler de gainage type, de mobilité, de souplesse active, etc. Quand on utilise un medicine ball, une corde à sauter, un tapis, un step ou des mini-haies, comment on fait de la Confitech orientée aux besoins spécifiques de la discipline. Et là, parmi les entraîneurs élites à Macolin, il y a un certain Olivier Bourquin. Olivier Bourquin qui est aujourd'hui un maître de la diététique sportive de très haut niveau, on peut suivre ses formations en visio, et qui a été un temps aussi le préparateur athlétique de l'équipe suisse de tennis pour la Coupe Davis. Donc il avait à ce moment-là, bien sûr, entre autres, Federer. Et alors voilà, un moment, il vient vers moi et me dit « Frédéric, tu regarderas cette cassette que j'ai faite sur des exercices de préparation athlétique avec mes joueurs de tennis, et tu me diras si c'est de la Confitech. » C'était totalement de la Confitech. La condition physique et technique, c'est pas une nouvelle méthode, c'est ni plus ni moins le canevas qui permet de comprendre comment on va faciliter le passage du développement des qualités physiques vers leur expression dans la tâche même. Et il y a besoin de situations SAS, de situations interface qui fassent relais. En gros, c'est pas parce qu'on a gagné en squat complet et en développé couché que tout de suite on va être bon au lancer du poids, alors que, on va dire fondamentalement, dans les chaînes musculaires utilisées, lorsque l'on fait un squat complet et lorsque l'on fait du développé couché ou peut-être du développé incliné, on est tout près de ce qui se passe dans les chaînes squelettiques engagé dans le lancer du poids. Mais on est loin du compte. On est loin du compte. Et alors là, je pense à Jean-Pierre Heger, qui nous a montré les voies multiples de la Confitech pour passer. Que je ne me perde pas. Alors Olivier Bourquin me montre sa cassette d'exercice et je lui dis « Mais c'est ça Olivier, c'est totalement de la Confitech. » Comme Monsieur Jourdain, le bourgeois gentilhomme, faisait de la prose sans le savoir, on fait de la Confitech dès lors qu'on est soucieux d'utiliser des outils de l'Est et des outils de confrontation à une résistance dans la direction d'une tâche. Et ça c'est vraiment passionnant. D'ailleurs, ce que on me reconnaît au tout début, quand j'ai parlé de préparation physique fin des années 90 et début des années 2000, c'est que on me dit « Je suis celui qui a mis des mots sur les méthodes, qui a mis des mots sur les choses sur lesquelles on travaille. » Et mettre des mots, c'est pas des labels, c'est pas un label, je vais y venir aussi là.
c'est véritablement mieux se comprendre. C'est donner des mots pour qu'on parle de la même chose, et après on peut les traiter différemment. On peut avoir des voies de traitement différentes des mêmes choses, mais au moins que l'on sache de quoi on parle ensemble, qu'on soit bien calé. Est-ce que ce conditionnement, cette confitec, est-ce que la préparation athlétique peut, d'une certaine manière, faire office de filtre ? Je te donne un exemple. Imaginons un jeune basketteur qui a été repéré, et puis à qui tout à coup on demande des choses qu'il n'avait pas l'habitude de faire, des charges d'entraînement lourdes, de la préparation athlétique, et qu'il n'est pas capable de supporter. Est-ce que ça existe, ou est-ce que potentiellement n'importe quel athlète repéré peut suivre cette méthodologie ? La confitec suppose quand même que l'on ait amélioré les ressources athlétiques en amont. C'est-à-dire que comme la confitec est une espèce de transformation à partir d'ingrédients, il faut quand même que les ingrédients soient de qualité. Si on a peu d'ingrédients dans la cuisine, on va être assez limité dans les plats que l'on va pouvoir servir. La confitec, ce sont des plats, c'est quelle salade niçoise tu fais, quelle lasagne tu fais, etc. Pour faire le tout, un menu, un repas et même un programme diététique si on développe le concept de confitec comme étant de l'interface à tout moment. Et donc, ce que j'aime dans ta question, c'est il y a l'idée que ça peut aussi tamponner, ça peut aussi favoriser l'assimilation des charges athlétiques et donc aussi avoir une autre vision que le tout physique et le tout salle de musculation, le tout piste d'athlétisme, le tout, j'ai envie de dire, salle de fitness avec gainage, souplesse, lorsqu'on isole le traitement des qualités physiques et que l'on veut pousser là-dedans. La confitec est un moyen, un interface superbe entre ces dimensions-là. Autrefois, lorsque l'on avait le PAL et le SECAM, il fallait des interfaces. Et pour le coup, on peut, dans les situations de confitec, avoir une bonne lecture de ce qui manque aux sportifs. Parce qu'à la fois, dans un atelier de confitec qui va enchaîner explosivité du démarrage, fréquence, pliométrie et souplesse dans l'action, eh bien, c'est pour traiter des besoins d'un coureur de haie ou d'un basketteur ou d'un volleyeur, mais en même temps qu'on veut traiter ça, on verra quelles sont les carences et ce qui va le bloquer dans la tâche même. Donc, si j'ai bien compris ta question, oui, la confitec peut être un moyen d'aider un sportif à bien comprendre et assimiler le travail de préparation athlétique. Frédéric, est-ce que tu penses qu'à l'instar de, par exemple, l'aérospatiale ou la médecine du sport, les acquis de l'expérience de la préparation physique dans le sport de haut niveau peuvent bénéficier, avec évidemment certaines adaptations, au grand public ? Est-ce que, par exemple, le sprinter du dimanche peut s'inspirer de ce que tu enseignerais à un athlète de haut niveau pour peut-être courir plus vite, faire baisser le risque de se blesser, avoir un impact bénéfique sur sa santé, etc., etc. Ou est-ce qu'au contraire, ce qu'on fait en prépa physique, prépa athlétique, pour le haut niveau, n'est pas du tout accessible au grand public ? Qu'il y ait des strates et des dimensions hiérarchisées dans l'engagement athlétique, c'est pas douteux. Mais oui, heureusement, je pense que beaucoup de ce qui nous fait progresser dans l'entraînement des sportifs de haut niveau bénéficie à Monsieur Tout-le-Monde. Lorsque l'on connaît mieux le fonctionnement des filières bioénergétiques, quand Monsieur Tout-le-Monde veut s'y coller, ou bien lorsque l'on s'adresse aux asthmatiques, aux gens en surpoids ou aux cardiaques, oui, ça leur profite parce que on est toujours dans
la meilleure maîtrise des méthodes et dans la façon dont on utilise les leviers des efforts. L'intensité, la durée, le mode de récupération, la fréquence, le bon calibrage de l'effort, oui, assurément. Dans le renforcement musculaire, ce qui a de très intéressant aujourd'hui, c'est que on peut comme ça complètement partir en délire avec le crossfit, que dans ces cas-là j'appelle le cross-shit, mais par contre, par la qualité des matériaux et des appareils, aujourd'hui les fabricants font des machines mais superbement juste au plan de l'ergonomie, eh bien, on peut amener le Quidam à faire du renforcement musculaire avec progressivité, pertinence, toujours aller vers ses besoins de rééquilibration musculaire dans son harmonie du squelette. Ça, c'est passionnant. Et donc, de la même manière que la chirurgie orthopédique des plus grands sportifs finissent par profiter à monsieur tout le monde. Aujourd'hui, il faut voir comment on récupère d'une rupture du ligament croisé antérieur. Eh bien, ça profite à n'importe qui aujourd'hui, alors que il y a 20 ans, c'était que les sportifs de haut niveau qui avaient le droit à cette chirurgie pointue. Pareil pour l'épaule, etc. Pareil pour n'importe quelle opération. Eh bien, dans nos méthodes, dans les moyens, oui. Quelques exemples. Aujourd'hui, le Quidam peut utiliser un cardiofréquencemètre. Rien ne l'empêche d'utiliser un GPS, s'il le veut, s'il s'achète. Quand on voit les performances d'une montre Garmin, par exemple, eh ben on est complètement dans le milieu des data, des données numériques qui permettent à n'importe qui d'avoir un retour sur son effort, sur ce qu'il a fait et se projeter sur ce qu'il pourra faire de mieux. Dans les méthodes les plus fines, on transmet, il y a toujours cette demande dans les diplômes de sport et santé, il y a toujours ce lien qui est fait. La dimension du sport de haut niveau a des liens avec l'entreprise, alors ce serait dommage qu'il n'en ait pas avec la santé. Voilà. Frédéric, ça m'intéresserait d'en savoir plus sur ce que tu penses du CrossFit, puisque tu en as dit du mal. Qu'est-ce qui te déplaît dans cette discipline ? Alors, on va éviter tout ostracisme primaire. Ce qui me déplaît, ce sont toujours les excès. Il faut savoir que CrossFit, en soi, ça n'est jamais que du circuit training. Le circuit training, c'est la succession d'ateliers de renforcement musculaire ou d'actions. Ça peut être aussi des courses, ça peut être aussi des postures de gainage ou voire même des ateliers de mobilité. Et donc, dans le circuit training, il y a le spectre des besoins d'une discipline et on alterne engagement du haut du corps, engagement du bas du corps, engagement de la liaison tronc-bassin, gainage, etc. Et comme ça, on voit traiter avec des charges moyennes, répétées un grand nombre de fois, cette espèce d'adaptation physiologique, cette espèce de jogging musculaire, mais aux besoins du sport. En clair, lorsqu'on voit un circuit training chez un sportif, on doit deviner rapidement quel est son sport, parce que au travers des ateliers dans lesquels il passe, rapidement on comprend si c'est du judo ou si c'est de l'aviron. Est-ce que c'est un coureur de haies ou est-ce que c'est un lanceur de javelot ? Très bien. Et arrive le CrossFit. Le CrossFit, c'est reprendre la succession du principe des ateliers. On fait des ateliers qui tournent, mais malheureusement, très vite, on va vers l'objectif de brûler, d'en faire une grande quantité. Et lorsque l'objectif, c'est que de faire une grande quantité et de brûler, eh ben, on s'écarte de la bonne réalisation de ces ateliers. Et là, eh ben, c'est le côté obscur de la force. Luc, méfie-toi du côté obscur de la force. C'est le côté obscur de la méthode et c'est vers ça que... Enfin, c'est ça qui m'horripile. Je m'insurge là-dessus. Mais bien évidemment, avec des cadres compétents et précautionneux, on peut garder le principe du circuit training avec des réalisations à chaque atelier
parfaitement faite, claire, juste, ergonomiquement, absolument sans impact coercitif sur l'organisme. L'idée de prévention des blessures, c'est une approche prophylactique qui est tout le temps intrinsèque, extrinsèque dans nos méthodes. Et donc là, je veux bien. Et là, oui, on va brûler, mais on va brûler proprement. Et c'est pas le seul but. On est aussi enrichi dans sa motricité, dans ses placements. Et je veux bien voir alors le circuit training devenir CrossFit si on préserve la qualité de réalisation et le respect de l'individu. Sinon, c'est le burn-out, c'est des inflammations, c'est des lombalgies, c'est du grand n'importe quoi, c'est des courbatures, des déséquilibres. Et là, c'est du squash shit. Je voudrais enchaîner avec un thème que je voulais aborder un moment, c'est que la préparation athlétique, la préparation physique, génériquement, est toujours en proie aux labels et aux chapelles. Les labels, c'est le tout TRX. Ah ouais, avec les TRX, on peut tout faire. Et on rentre dans une secte où on forme les gens à utiliser le TRX, et s'ils utilisent autre chose, eh bien, ils sont bannis. C'est n'importe quoi. Avec les élastiques, on peut tout faire avec les rubber bands, très bien. Le step, on peut tout faire avec le step. On peut tout faire avec les Swiss balls. Non, mais on a besoin de tout ça. Mais pourquoi on se priverait ? Ça n'est pas l'outil qui fait l'exercice, c'est ce que l'on veut traiter qui va amener l'utilisation de tel ou tel ustensile. Et là, on vit une belle époque parce qu'on a une grande richesse. Et c'est terrible comment les intégristes d'un outil veulent enfermer méthodologiquement les préparateurs physiques dans seulement ça. Et quelque part, le CrossFit aurait aussi cette déviance. Donc, les labels et les chapelles. Alors, les chapelles. Moi, je voudrais évoquer quelque chose de singulier. C'est notamment lorsque on donne à un diplôme le nom de quelque chose, d'une méthode. Il y a tout. Il y a le FMS, voilà. Et si je pense à Monsieur Gilles Cometti, à qui je dois énormément dans la lecture et la compréhension des méthodes de renforcement musculaire dans les années 80, cet homme nous a éclairés, ça a été un décodeur. Après, dans les prescriptions praticiennes, il allait un peu dans l'excès, il fallait savoir raison garder. Mon maître me disait, Fernand Hurtebise, il me disait, il faut lire Gilles Cometti. En revanche, il ne faut pas appliquer ces programmations. Voilà, c'est-à-dire que moi, je ne vais pas aussi me présenter comme un chercheur, quelqu'un qui est dans le laboratoire. Je suis sur le terrain, je suis un praticien. Je m'enrichis des connaissances scientifiques plus que jamais, mais je reste dans ma posture de praticien. Et peut-être que là, il débordait. Et du coup, eh bien, à Dijon, il y a cette excellente formation du centre d'expertise qui fait un DU, mais c'est le DU Gilles Cometti. Mais ça c'est un label et une chapelle insupportable. À Monsieur Gilles Cometti, il fallait donner le nom à l'université de Bourgogne, ou en tout cas à la faculté des sports de Dijon. Il fallait donner le nom de Gilles Cometti, bien évidemment. Mais pour autant, aujourd'hui, garder un diplôme Gilles Cometti, ça colle pas. Ça, c'est le problème des labels et des chapelles qui nous enferment. Voilà ce que je voulais dire. Et en tout cas, grand hommage et grande reconnaissance envers M. Gilles Cometti. En tout cas, dans ce que tu as dit, il y a un aspect qui m'a interpellé. C'est que fondamentalement aussi, tu préconises le fait que la préparation physique réussie, elle passe par un dosage juste. C'est quelque chose de finalement fin, parce qu'on parlait tout à l'heure de grand public. C'est vrai qu'on a tendance à voir des fois dans les salles de sport des gens chargés comme des mules. Et est-ce que finalement ils ont un bénéfice ? C'est pas certain. Ah bah alors la pire des choses dans la préparation athlétique, c'est lorsque tu te détruis en pratiquant. D'ailleurs, ça me permet de dire que très tôt dans ce champ-là, j'ai parlé de prophylaxie. Je t'avoue que dans les années 2000, quand j'évoquais dans mes conférences l'approche prophylactique, je voyais dans les yeux des gens et disaient mais
Est-ce que c'est un nouveau mot? Est-ce qu'il se la pète pas? Et tout. Mais prophylaxie, messieurs, dames, c'est arrivé dans la langue française en 1793. Avec comme repère, on a coupé la tête de Louis XVI. 1793, quand Louis XVI passe à la guillotine, en même temps arrive le mot prophylaxie. Et il y avait prophylactique même avant, je crois en 1500 et quelques. Donc c'est un mot de dans notre patrimoine terminologique qui veut bien dire ensemble des moyens et des méthodes évitant les blessures et leur prolifération, hein, plus que jamais. Donc moi je me souviens de toute ma carrière, on accepte qu'un joueur, basketteur, handballeur, joueur de badminton, rugbyman, si ce joueur se blesse dans son activité spécifique, dans son sport, eh bien, on l'accepte. C'est au niveau du staff, voilà. C'est accepté, c'est assimilable, on comprend. Par contre, si ce même joueur se blesse dans ta séance de préparation physique, là, ça se passe très très mal. On voit bien la difficulté de ce champ de pratique, c'est qu'il faut développer les ressources athlétiques des sportifs sans les blesser. Alors, ou bien on est dans la prévention des blessures absolue et ça nous fige, et là, on est presque dans la castration méthodologique et on se dit mais comment on va développer les ressources, ou bien on fait fi et on risque de perdre notre poste. Nous avons, et je ne suis pas le seul aujourd'hui, nous avons pu mettre en évidence que améliorer les qualités physiques, développer le potentiel athlétique d'un joueur de sport collectif ou de raquette ou d'une autre discipline, tout en respectant son intégrité physique, donc tout en ayant comme philosophie la prévention des blessures, c'est connexe, c'est une symbiose. C'est une symbiose. On a les justes charges, tu as raison, on a les justes charges, les justes quantités de travail qui vont faire que y a le petit gap qui fait qu'on sollicite un dièse au-dessus des ressources du moment, et c'est ce qui nous fait monter, mais on n'est pas avec des grands bonds dans l'exagération, et ça me ramène au crossfit, hein. On n'est pas dans l'exagération qui fait qu'on veut faire des bonds au travers de gains incroyables, et là on le paye très très cher. Ce qui nous amène aussi aux outils aujourd'hui que l'on a. On a plus d'outils aujourd'hui pour d'aide à la décision, entre décider de la juste charge de travail, de la contrôler, de l'évaluer. On a plein d'outils qui, si on a véritablement l'envie d'améliorer les qualités physiques et ressources athlétiques sans déborder les ressources, sans faire exploser le potentiel de l'individu, eh bien, ça c'est un grand progrès de notre époque. Alors, on a parlé du passé, du présent, parlons un peu du futur, hein, avec la dernière question. Frédéric, est-ce que tu penses que la science, la connaissance derrière la préparation physique est déjà très mûre, c'est-à-dire que les évolutions sont et seront désormais de petites avancées qui permettront à un athlète de progresser à la marge, ou est-ce que, selon toi, il reste encore énormément à découvrir? Et selon toi, à quoi pourrait ressembler la préparation physique du sportif de haut niveau dans 15, 20, voire 50 ans? Là, c'est la question qui me met en dépassement de fonction. Je me sens pas spécialement devin dans ce domaine. Et puis, humblement, j'ai envie de dire, j'en sais rien. Mais c'est pas refuser la question, rassure-toi. C'est être honnête. Donc, ce que je vais dire là, c'est du ressenti. Nul ne sait jusqu'où vont progresser les outils d'analyse de la tâche, qui donnent les fameuses data. Nul ne sait comment vont encore progresser les appareils de travail dans tout domaine. Et c'est tant mieux. Parce que, en fait, dès lors que les sciences et la technologie s'occupent du sport, on voit que c'est merveilleux. Rien que, puisque au moment où on se parle,
Les Jeux paralympiques de Paris 2024 viennent de se terminer. Il faut voir ce qu'on peut offrir aujourd'hui aux para-athlètes comme moyen en termes de prothèses, de moyens d'entraînement, d'aide et tout. Et ça leur profite. Et là aussi, j'ai envie de dire, par rapport à la question de tout à l'heure, tout ce qui fait progrès dans l'existence, dans la technologie du quotidien et de ce qu'on utilise, profite aussi aux sportifs et aussi aux athlètes handisport. Donc, je pense que rien n'est figé, bien au contraire, loin de là, et que ça va toujours avancer. La quantité, à quel pourcentage, je ne saurais pas te le dire, mais heureusement, ça va avancer. Et d'ailleurs, on peut même se poser la question, on a aujourd'hui déjà des outils, est-ce qu'on s'en sert bien ? Ça va être un axe, toujours mieux utiliser les outils existants, être au plus près, au plus fin. Les outils eux-mêmes s'améliorant. Quand on regarde les GPS, un clin d'œil à mon ami Jean-Christophe Fourcade de Soccer BI, eh bien, il fait une intervention dans les formations, comme d'autres peuvent le faire, sur ce que sont les GPS. Les GPS d'il y a 20 ans n'avaient pas la fréquence de prise d'information qu'on a aujourd'hui. Et donc, lorsque l'individu se déplace, si on a une prise d'information tous les dixièmes, on ne peut pas être précis comme on l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si on a l'information tous les millièmes, on peut se targuer d'avoir une précision à 50 cm, et ça va aller toujours. Donc, on voit bien que les outils technologiques évoluent, avec eux les méthodes, les scientifiques se chargent effectivement de faire des recherches et des études comparatives et nous donner quelque part le nord, voilà. Et ça, c'est notre futur. C'est que ça sera toujours to be continued, hein. Ça va continuer, ça va s'améliorer. Toujours être confronté à la problématique des marchands du temple. On veut vendre du matériel, on veut vendre des produits et faire croire qu'il y a la chose miracle. Moi, je dis à mes jeunes collègues, soyez ouverts, ayez des décodeurs et ne perdez jamais de vue que c'est ceux pour qui et pourquoi vous travaillez qui doit guider l'utilisation de tel ou tel outil. Sur la relation science-méthode, et notamment dans notre champ de praticien, notre domaine de pratique qui est la préparation athlétique, il y a des choses à dire. Souvent, j'explique que lorsque l'on est entraîneur et particulièrement préparateur athlétique, parce que pour le coup, l'entraîneur est un manager du dispositif de performance avec beaucoup de sphères et de domaines connexes. Nous, quand on est préparateur athlétique, on se voit bien dans la biomécanique, la bioénergétique, le paramédical. Donc, du coup, la dimension scientifique, elle s'impose presque. Elle s'impose. La relation, elle est... Si on ne reste pas informé de ce qui se passe dans les recherches, si on n'a pas l'information scientifique jusqu'à nous, on va la chercher où on l'utilise, on est mort dans le film. On ne peut pas avancer dans notre métier si on n'est pas connecté à l'actualité des connaissances scientifiques. Pour autant, j'aime expliquer que les connaissances scientifiques ne sont pas au-dessus de nous. Souvent, je mets la chaise au-dessus de ma tête et je dis, c'est surtout pas ça. Les connaissances scientifiques, elles ne nous dominent pas. Je repose la chaise, je monte sur la chaise et je monte comme une espèce de ressucé du poète, du cercle des poètes disparus quand l'acteur se met debout sur sa chaise. Parce que les connaissances d'appui, les connaissances scientifiques sont là pour nous permettre d'avancer, de monter. Et j'aime dire que les entraîneurs font les méthodes, les sciences y contribuent, les performances les valident. Les entraîneurs font les méthodes, les sciences y contribuent, les performances les valident.
De sorte que si on est up-to-date, on est au plus près de l'actualité des connaissances scientifiques, on peut se dire, ben oui, je suis à la pointe, je continue d'avancer, c'est au plus fin. Mais à un moment, il y a aussi des fausses pistes dans les connaissances scientifiques. On le sait, la problématique dans la relation des connaissances scientifiques à la pratique, c'est d'éviter de penser que c'est la vérité absolue. C'est pas une problématique de vérité absolue face à du sensitif, de l'analogique et du ressenti. C'est des connaissances à disposition et qu'est-ce qu'on en fait. Donc quand une connaissance nous emmène sur une fausse route, eh bien nous on part avec la fausse route et c'est nous, les entraîneurs, qui en pâtissons les premiers. Du côté des sciences, ça continue, ils ont le droit à l'erreur. Nous, on a moins le droit à l'erreur dans ce domaine-là. Voilà. Donc finalement, on ne peut pas se couper des connaissances scientifiques, mais il faut avoir une très bonne relation vis-à-vis d'elles, en sachant que les sciences sont des sciences d'appui, et que lorsqu'on se croit à un niveau de plafond de verre, eh bien oui, on va revoir dans le domaine qui est le nôtre ce qui est à disposition pour repartir. Ça peut être une forme de comportement de l'entraîneur, ça. Eh bien, merci Frédéric pour ce témoignage, c'était vraiment passionnant, merci. Au plaisir peut-être de te retrouver à nouveau à ce micro. Ce sera un plaisir. À bientôt. À bientôt. Les podcasts de l'INSEP, les acteurs de l'ombre. Cette émission a été réalisée par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP. Chef de projet, Sylvain Bégaud.